Bonjour à tous et bienvenue dans HTTP numéro 2, le podcast high-tech tout public. Aujourd'hui, nous allons vous faire un comparatif de 3 systèmes d'exploitation les plus courants sur téléphone portable, à savoir un iOS 4 sur iPhone 4, un Windows Phone 7 sur HTC HD7 et un Android 2.2 sur Samsung Galaxy S. Ce sont 3 téléphones qui ont sensiblement les mêmes caractéristiques matérielles. L'iPhone et le Samsung sont sortis cet été, tandis que le HTC, lui, est sorti à l'automne. Donc on va déjà faire un petit tour d'horizon de leur forme matérielle. Donc on voit ce qui va être récurrent sur les différents téléphones Android, ça va être les 3 boutons, menu, retour et puis retour à la page d'accueil quoi. Et à savoir que les batteries sont amovibles et qu'on peut rajouter une carte micro SD pour augmenter sa mémoire interne. Enfin, celui-ci a une mémoire de 8 Go mais c'est pas du tout le cas de tous les téléphones Android. Sur les Windows Phone 7, on va retrouver une touche retour, d'ailleurs un peu mieux placée puisqu'elle se trouve à gauche, c'est un peu plus logique, une touche recherche et une touche retour à la page principale, avec également une batterie amovible et un emplacement également pour mettre une carte micro SD. Sur l'iPhone 4, je vais laisser Mickaël vous dire comment ça marche. Alors, on retrouve juste un seul bouton Home pour revenir à la page principale. Et il n'y a pas de batterie amovible ni de slot SD. Et juste une dernière petite chose, pour les charger, les Windows Phone 7 et les Samsung sont en général équipés d'un slot micro SD. Donc vous pouvez voir que c'est les deux mêmes, c'est-à-dire que c'est assez pratique puisqu'on peut utiliser un câble courant pour pouvoir les charger et donc pas multiplier les câbles chez soi ni dans sa voiture. Et celui d'Apple est propriétaire, qu'on connaît déjà sur les iPods longs. On va voir peut-être rapidement comment sont organisées les icônes, le menu. Alors pour un iPhone sous iOS, alors quand on télécharge une application sur le Market, elle va venir directement sur les pages principales et on a la possibilité de les bouger en fonction qu'on les veut avant ou sur la page principale. Et on a la possibilité aussi de les mettre dans des catégories, par exemple la utilitaire, ça nous fait défiler un menu avec toutes les applications qu'on a regroupées dans une seule catégorie. Et on retrouve un dock aussi, c'est comme ça que ça s'appelle. Avec 4 icônes, on peut en mettre 3 à 2, mais on peut pas en mettre 5, 6. Donc là, tu peux les choisir, il me semble. Tu peux avoir. Ouais. Donc là, tu as téléphone, email, musique, vidéo et Internet. Je vais vous montrer sur l'Android parce que sur le Galaxy S, ça ressemble assez à ce qu'on trouve sur un iPhone. Donc vous voyez qu'on a également des icônes en page d'accueil. Un dock, donc on retrouve sensiblement les mêmes choses que sur l'iPhone, donc avec téléphone, contact et message. Sauf que là, on n'a pas internet, mais on a application. Et pourquoi donc? Parce qu'en fait, les téléphones sont composés de différents bureaux. Donc ici, on en a 7. Et c'est comme sur un PC, en fait, ce sont des raccourcis. Donc une fois que vous avez mis toutes les choses que vous avez l'habitude d'utiliser et que vous n'avez pas envie d'encombrer votre écran, il vous suffit de les laisser dans application. Et donc là, vous retrouvez en fait la même chose que ce qu'on a sur un iPhone, toutes les applications mises les unes derrière les autres. On peut également les modifier, les changer de place si on a envie, ou les mettre comme ça sur le bureau pour les accrocher. Donc les applications, quand elles se téléchargent, elles restent dans la liste ici, qu'on peut organiser par ordre alphabétique en le mettant sous forme de liste. Et donc on peut les accrocher sur le bureau que si on en a besoin. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi sur le Windows Phone, avec des gros carrés en fait qui vont se faire un petit peu des raccourcis vers ce que vous utilisez le plus couramment. Donc on retrouve le téléphone, les contacts, les photos, les messages, internet, le Xbox Live, on en parlera plus tard. Et si vous voulez avoir l'ensemble de vos applications, vous appuyez sur ce petit bouton et vos applications sont triées par ordre alphabétique à cet endroit-là. J'ai oublié de vous dire une petite chose, c'est que sur les Android, on peut avoir des widgets, donc exactement ce qu'on retrouve sur les ordinateurs. Donc on fait un appui long, on fait widget, et on peut ajouter différentes choses, l'actualité de ses amis, Foursquare, tout ce qu'on veut. On peut en télécharger plein d'autres sur le market.
Et donc ça permet d'avoir, par exemple, si je mets TweetDeck bar, et bien à partir de là, je peux aller poster un message sur mon Twitter ou aller le consulter directement en appuyant sur ce bouton. Et ça restera toujours mis comme ça sur ma page. Si on voit un petit peu comment aller dans les réglages des différents téléphones. Alors pour un iPhone 4, vous voyez le bouton, on a un bouton réglage. Ici, quand on clique dessus, on a la liste de tous les réglages possibles sur ce téléphone et la liste des réglages sur les logiciels un peu plus bas. Alors on va aller surtout pour changer d'opérateur, pour éteindre ou allumer le Wi-Fi, ou pour régler les différents sonneries, luminosité, et puis il y a un seul bouton pour revenir en arrière. Sur Windows Phone 7, eh bien pour accéder à ce menu, on va donc dans la liste des applications, on va sur Paramètres, et là on retrouve à peu près la même chose que ce qu'on a sur l'iPhone, avec une première page dans laquelle on a sonnerie, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Et si on glisse par là, on a les réglages des différentes applications. Donc pour pouvoir personnaliser les réglages qu'on peut avoir comme ça, quoi. Il faut voir aussi la navigation qui se fait comme ça sur le Windows Phone et que c'est plutôt comme ça sur le... Oui, on a plus un déplacement sur l'horizontale, en latéral en fait sur les Windows Phone 7. C'est comme ça qu'on arrivera à accéder aux différentes pages. Alors que même sur Android, c'est pareil que sur l'iPhone, c'est plus un défilement sur la verticale. Alors, sur Android, pour accéder aux différents paramètres, on a deux possibilités. Soit un accès rapide à l'activation, à la désactivation du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS, de la sonnerie et de la rotation automatique de l'écran, donc quand on passe en mode portrait paysage. Ou alors on peut également accéder aux paramètres en faisant menu paramètres. Et donc là on a la même chose que ce qu'on retrouve un peu partout, donc défilement comme ça sur la verticale toujours, et par exemple sans filet réseau. Vous voyez, c'est encore un défilement comme ça. Voilà. Alors là on va vous présenter le clavier. Alors sur un iOS, le clavier prend, on va dire, un peu moins de la moitié de l'écran, mais juste un peu moins. Sur un Windows Phone, on voit que le clavier prend la moitié de l'écran, qui est plus grand déjà que l'iPhone 4. Et sur un Android, on voit que le clavier prend aussi la moitié de l'écran, mais il faut savoir que sur l'iPhone et sur le Windows Phone, les claviers ne peuvent pas être changés, tandis que sur sur l'Android, on peut avoir n'importe quel clavier qui a été développé. Il y a des développeurs qui se spécialisent dans le clavier et qui font des claviers plutôt sympas. Alors là, on a commencé à taper un mot. Vous voyez, pour qu'il me prédise télévision, j'ai dû lui taper jusqu'à O. Tandis que sur un Windows Phone, j'ai dû lui taper jusqu'à un I. Et sur le clavier SwiftKey, qui n'est pas le clavier d'origine Android, qui est un clavier spécial dans la prédiction, il suffit de marquer Télé-V. Voilà. Et là, il nous propose directement télévision. Alors, pour valider le mot télévision, ici, moi, je vais appuyer sur espace sur un iPhone. Il va me l'écrire automatiquement. Sur un Windows Phone, il faudra lui cliquer sur télévision. Et sur celui-ci, normalement, en appuyant sur la touche entrée, c'est bon. On appuie soit sur la touche entrée, soit sur le mot. Voilà. Alors, pour cliquer, ça sera à peu près pareil. On appuie sur la touche. Vous voyez, elle apparaît en gros. Et vous la lâchez et elle va s'écrire au-dessus. C'est à peu près identique sur un Windows Phone. Un Windows Phone. Sauf que il est plus facile quand même de se tromper de touche sur un Windows Phone. Peut-être dû à l'écartement des touches, tandis que sur un iPhone, il n'y a pas de souci. Sur le SwiftKey qui est installé sur Android, mais pas d'origine. Disons qu'on se trompe peut-être aussi facilement que sur un Windows Phone, mais l'histoire de la prédiction des mots fait qu'il sait ce que vous vouliez écrire, donc il vous corrige quasiment tous les mots si vous vous êtes trompé en fait, donc ça n'est pas vraiment un problème de se tromper de touche. Voilà, alors pour l'instant sur le clavier, on va dire qu'on a une légère quand même avantage sur le clavier
tactile d'origine de l'iPhone et qu'il y aurait peut-être un peu plus de développement à faire sur les deux autres. Peut-être une question d'habitude, mais on l'a utilisé un mois quand même et on a quand même constaté ce petit défaut. Alors on va parler des messages en général, les mails, les SMS, les MMS, les appels manqués. Alors sur un iPhone, on verra une petite notification au milieu de l'écran dans le déverrouillage. On ne peut pas cliquer dessus, il faut le déverrouiller pour aller voir vraiment le contenu du message. Et si par exemple on décide d'un seul coup de ne pas aller voir le message et qu'on se remet en mode déverrouillage, la notification disparaît. Alors après, on aura des badges. Vous voyez ici un petit badge 1 SMS non lu. Un appel en absence. Alors les appels en absence se mettent aussi dans le menu, dans le déverrouillage. Et un mail. Les mails ne se mettront jamais dans l'écran de déverrouillage. Ce système de badge est très bien pour voir les messages, mais dommage qu'on n'a pas plus les non lus, les loupés directement dans le mode déverrouillage. Et il est impossible de le rajouter par n'importe quel plugin que ce soit. Oui, de réglage paramètres quoi. De réglage. Sur un Windows Phone. Sur un Windows Phone, bon alors on a les notifications des emails. Malheureusement, on a un petit problème sur notre SIM parce que normalement on en a que 2, donc là la troisième elle marche pas, on sait pas trop pourquoi. Mais on a les notifications donc des mails, on aura les SMS et les appels manqués qui se situeront ici, donc tout sur la barre des tâches, et aussi vous voyez les événements du calendrier pour vous dire donc les événements qui sont prévus aujourd'hui. Donc normalement j'aurais dû aller courir et je l'ai pas encore fait. Donc voilà, tout se trouve ici, et donc si on déverrouille, donc là on voit marqué Google Mail un message. Donc si je réteins et que je rallume, eh bien ce ne sera pas perdu, donc ce n'est pas comme sur l'iPhone. Sur l'Android, vous l'avez peut-être vu quand il est arrivé, si on se retrouve sur l'écran de déverrouillage, les appels manqués sont mis sous forme de notification comme ça, un petit peu comme un puzzle, c'est très, très joli. Pour les appels manqués, c'est pareil, sauf que c'est un icône orange. Et on retrouve en haut, par contre vous voyez c'est très furtif le temps que ça reste allumé, la petite enveloppe noire et blanche, et bien c'est pour signaler que j'ai un email. Si je déverrouille, je vois donc ici que j'ai un message. Ça reste aussi également en haut, donc un message et un mail. Si je réteins et que je rallume, tant que je ne l'ai pas regardé ce message, il reste encore également pour me dire que j'ai un message non lu. Donc sur ce point, c'est quand même d'ailleurs quelque chose qu'il y a pas mal de gens qui reprochent à l'iPhone. Si on ne va pas tout de suite lire son message, c'est possible qu'on oublie qu'on a un message non lu, alors que sur les deux autres systèmes d'exploitation, ça nous le rappelle quand même relativement souvent. Voilà. Alors pour l'organisation aussi des messages, alors par exemple là je vais dans mon mail, vous voyez que j'ai plusieurs mails, il est impossible en fait, j'ai le choix entre archiver ou supprimer suivant ma configuration, mais j'ai juste un seul bouton. C'est-à-dire que je peux enlever juste un seul message à la fois. On a la possibilité d'avoir plusieurs comptes rassemblés maintenant, et les menus avec l'IMAP les différents libellés qui sont dans ton compte Gmail par exemple. Voilà. Donc ça c'est quand même assez pratique je trouve d'avoir ces différents comptes regroupés au même endroit. Voilà, c'est pratique si on trie en fait. Sur un Windows un Windows Phone 7, ça va être différent du fait que si vous avez plusieurs comptes, c'est-à-dire un compte Google par exemple et un compte Hotmail, vous pourrez pas les avoir dans la même application. Vous aurez une application Google Mail, une application Hotmail, et il faudra aller dans chacune d'elles pour pouvoir avoir vos différents messages. Donc si ensuite vous allez voir donc, vos emails, là c'est organisé différemment, avec vos différents messages qui se voient comme ça, mais surtout si vous voulez en supprimer, vous avez juste à cliquer sur le côté, et ça vous ouvre quelque chose pour pouvoir les cliquer, et ensuite vous pouvez décider de les supprimer ou de les envoyer vers un certain dossier. Donc c'est vraiment quelque chose pas mal pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Et ici vous pouvez avoir vos paramètres de mail, vos différents dossiers. Donc notamment si vous voulez aller dans tous vos messages, donc ici, vos différents libellés. Vous avez ici, donc moi j'ai tous mes messages, ou sinon afficher les dossiers. Donc ça c'est différent de l'iPhone qui lui te les met directement. Toi il faut que tu choisisses ceux que tu voudrais avoir.
Sur l'Android, en fait j'utilise que Gmail, donc je vais vous parler de ça. On a ces différents emails qui sont aussi qu'on voit de cette façon. Avec les libellés, pour voir les différents, il faut faire menu et ouvrir les libellés. Donc là, vous voyez l'ensemble de vos libellés Gmail. Et on a aussi directement les petites cases à cocher pour pouvoir avoir les options archiver, supprimer ou envoyer vers un certain libellé. Donc c'est quand même, à mon sens, plus pratique à utiliser l'option mail que sur l'iPhone. Ouais, Enfin, pour quelqu'un qui reçoit beaucoup d'emails et qui aime bien les trier, en tout cas. voilà, Trier alors, ou supprimer rapidement plusieurs dans choses. ce cas, on peut dire que le Windows Phone, Il a été très bien étudié. il a été très bien étudié et l'Android, c'est un peu normal aussi. Et juste une petite chose pour montrer comment ça fonctionne aussi, si vous voulez voir juste vos messages non lus, vous avez encore à changer les fenêtres comme ça, avec indicateur, donc si vous les mettez urgent ou quoi que ce soit. Tandis que ça, sur un iOS et sur un Android, il faudra... Toujours aller vers le bas ou vers le haut. voilà. Donc c'est vraiment le déplacement latéral est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les applications Windows Phone. Ça permet de ne pas être trop perdu d'une application à l'autre, qui peut être le cas des fois sur Android ou iPhone. On se demande bien comment l'application fonctionne. Voilà pour les messages. Ce qui fait la puissance quand même d'un smartphone, c'est son store d'applications créées par des développeurs, qui les vendent ou qui les mettent gratuitement, cela dépend. Alors le premier qui a vu le jour, c'est celui d'iPhone. On peut voir qu'on a une sélection assez simple et on descend tranquillement, qu'on peut voir chaque application. On a des catégories, alors jeux, divertissement, utilitaires, réseaux sociaux. Le top 50, top 25, et si on descend, on a le top 50 des applications les plus téléchargées en payante, gratuite et rentable. Et une section recherche où on recherche assez rapidement les applications qu'on veut. Là, je cherche l'application PlayStation et j'y accède. Alors, vous voyez, par exemple, là, il y a marqué installer, ça veut dire que je l'ai déjà installé. Si j'en prends une autre, j'aurai qu'à cliquer et marquer après acheter et cliquer sur installer. Et là, il me demandera mon mot de passe et je l'installerai. Les mises à jour se font presque automatiquement. Il faudra juste cliquer sur mettre à jour toutes les applications en haut en allant sur mettre à jour. Je crois que c'est le plus garni pour l'instant, celui de l'Apple Store. Ce qui est un peu normal, puisque non seulement il y a les iPhones, les iPod Touch et les iPads qui profitent du store, Ouais. et c'est celui qui est sorti il y a le plus longtemps, donc forcément il y a énormément de développeurs, et puis il y a énormément d'appareils vendus, donc les développeurs ont énormément d'intérêt à développer pour cette plateforme. Ouais. Sur Android, ça commence à venir. Le problème d'Android, c'est aussi le piratage qu'il y a sur les applications. Oui, donc c'est très facile de pirater une application, beaucoup plus facile que sur un iPhone. Donc forcément, les développeurs n'ont pas très envie de développer alors qu'ils savent que leur application va être craquée très facilement. Donc Alors ils mettent de la pub. Donc ils mettent de la pub maintenant, c'est quelque chose qui est un bon compromis. Je trouve un petit bandeau de pub en bas de l'application, ça vous fait une application gratuite, le développeur lui gagne quand même de l'argent. Et ce qui est d'ailleurs en train de venir aussi sur l'iPhone depuis qu'ils ont accepté récemment Le iAd. le iAd. Ad. Le store de l'Android. Eh bien, on a donc sur le nouveau market, qui est assez récent, qui doit avoir un mois peut-être, on a ici des recommandations. Donc on peut naviguer, moi j'aime bien la manière de naviguer, je trouve ça assez sympa et joli. Sinon, si vous voulez aller chercher des applications en général, donc vous avez les différentes catégories, comme vous l'a dit Michael. Si vous faites toutes les applications, vous allez également avoir le top payant, le top gratuit et les nouveautés. Et pour faire une recherche, on clique juste sur recherche, on fait sa petite recherche et ça nous trouve, donc par exemple je peux marquer PlayStation également pour voir ce que ça va donner. PlayStation. Donc il est assez rapide quand même, c'est comme sur l'iPhone plus ou moins. Donc vous voyez là ça me marque qu'elles sont installées ou ça me montre d'autres avec le prix. Donc équivalent euro parce que le market Android il n'y a pas si longtemps il était dans la devise du développeur, donc vous pouviez très bien acheter des applications en yens. Maintenant ils ont quand même généralisé tout ça pour que vous puissiez payer en euros et savoir combien vous dépensez. Donc si on clique sur l'application,
si j'y arrive, voilà. Peut l'ouvrir directement, donc si par exemple vous aviez oublié que vous l'aviez acheté, là vous pouvez l'ouvrir directement, vous pouvez la désinstaller. Vous pouvez demander à recevoir les mises à jour automatiquement, donc il n'y aura même pas besoin d'ouvrir l'Android Market pour que ça télécharge la mise à jour, ça le fera tout seul. Et vous pouvez donner votre avis sur l'application, voir les différents avis, les screenshots, comme on retrouve sur l'iPhone. Et sur le Windows Phone Sur le Windows Phone 7, c'est très différent. Bon, pour l'instant, il est assez jeune, alors il n'y a pas beaucoup d'applications. Bon, ça va venir. Il y a quelque chose de très différent, c'est qu'on recherche à la fois la musique et les applications sur le même market. Sur le même market. Alors, ça pourrait être très bien, sauf que c'est pas super, parce que quand vous faites une recherche, et par exemple vous recherchez Facebook, eh bien vous n'allez pas tomber forcément sur l'application Facebook. Donc vous allez avoir une liste, hein, bien entendu. Mais donc déjà, moi j'ai trouvé qu'il était relativement lent, mais bon, ça c'est peut-être moi qui suis bizarre. Donc l'application Facebook n'est pas la première à être proposée, mais on vous propose des musiques en premier, ce qui est quand même assez bizarre quand vous cherchez Facebook. Je pense que la plupart des gens ne vont pas rechercher MySpace on Facebook, mais bon. D'ailleurs, ça doit être une chanson rigolote. Donc vous avez tout mélangé et c'est assez brouillon, mais bon, dans les prochaines mises à jour, ils vont nous faire un tri pour nous permettre de rechercher que dans ce qu'on a envie. Donc on peut explorer. Donc on a un fond aussi qui est par rapport à quelque chose de proposer une application star, on va dire. Et ça a été assez mal fait parce que vous voyez par exemple il y a marqué venteprivée.com, je suppose en dessous, ça se mélange avec HTC Apps. Enfin c'est pas du tout bien étudié pour l'instant. Autant ça peut être très joli si par exemple vous voulez Michael Jackson ou quoi que ce soit derrière. Mais ils font pas attention en fait et c'est quelque chose moi qui m'embête. Donc on retrouve encore la navigation sur le côté et en fait pour vous montrer que vous pouvez changer de page, vous voyez que les mots sont même pas marqués en entier. C'est pour vous dire tiens n'oublie pas que tu peux changer de page. Enfin je suppose que ça sert à ça. Et donc vous avez les applications recommandées, donc soit applications, jeux ou musique. Vous avez donc l'application Star. Et vous revenez ensuite ici. Si vous choisissez d'explorer les applications, on va vous mettre l'application, on va vous mélanger. Pourquoi est-ce qu'ils ont mélangé les jeux Vous voyez, vous cliquez sur application, on vous met un jeu, enfin c'est super brouillon quoi. Vous pensez rentrer que dans les applications, mais non. Donc ensuite, vous pouvez explorer les différentes catégories. Si par exemple, on peut même pas choisir, si par exemple on choisit toutes les catégories, on va avoir les recommandés, on va avoir les populaires, les nouveautés, les gratuites, et on retombe encore sur les recommandés. Si par exemple on va installer l'application YouTube, on clique dessus, donc on voit qu'elle est gratuite, on voit qu'elle est mal notée. On a quelques visuels qu'on peut voir en cliquant dessus, ça agrandit le screenshot. Et si on veut l'installer, on clique simplement sur installer. Là, c'est encore une fois assez long à charger. C'est moi quelque chose que je reproche énormément à ce market, c'est que c'est lent. Enfin, c'est pas lent, hyper lent, mais c'est pas aussi rapide que les autres. On fait installer. Et là, directement, vous voyez, ça nous la télécharge. Et ensuite, ça passera en phase d'installation. À savoir que, malgré que le téléphone soit pas multitâche, on peut très bien rechercher notre application pendant ce temps et la télécharger. On n'est pas obligé d'attendre qu'elle finisse de se télécharger. Voilà pour le market. Alors là, on va parler du Game Center pour l'iPhone pour iOS. Sur le Xbox Live mobile sur Windows Phone et sur l'Android. Mais sur Android, il n'y a rien pour l'instant. Ils n'ont pas encore développé de Xbox Live, de PlayStation Network. D'Android Live Voilà, de Android Live. Alors sur iOS, c'est Game Center. Alors Game Center, ça se résume à rien. C'est-à-dire qu'on a par exemple là, moi, j'ai mon compte, j'ai mes amis, j'ai 20 amis, j'ai 14 jeux qui supportent le Game Center et j'ai 52 réalisations. Qu'est-ce que c'est les réalisations? C'est ce qu'on appelle les trophées ou les succès sur PlayStation et Xbox. Alors ici, on a la possibilité de voir tous les jeux qu'on a. Quand on clique dessus, on a les succès en cours, les réalisations, les succès en cours. Les amis qui jouent avec ce jeu, avec leur Oui, tu peux comparer tes réalisations avec les leurs. Voilà. Et il est possible aussi de faire des demandes dans les jeux, de rejoindre
Une partie en Voilà, cours, ça dépend surtout des jeux. C'est très sommaire, c'est à mon avis pas encore très développé dans les iOS. C'est même en train de se casser la gueule, je trouve. Alors sur le Windows Phone, Là, on a accès, c'est pas compliqué, c'est directement le Xbox Live, le même que celui qu'on retrouve sur sa console Xbox. voilà. Alors là, on a mis le compte du DIF. Bon, le compte du DIF. Enfin, c'est pas qu'on l'a mis, c'est qu'on n'a pas vraiment eu le choix en fait. Voilà, Si vous avez, parce qu'on vous demande de configurer, vu que c'est un Windows Phone, de configurer le téléphone avec votre compte Live, donc votre adresse MSN en gros. Donc moi c'est mon adresse, donc c'est donc du DUF, sauf que sur le Xbox Live, on n'a qu'un seul compte payant, qui est celui associé avec l'adresse email de Michael. Moi je joue souvent avec celui-là et pas souvent avec le mien sur la Xbox. Donc en fait j'ai quasiment aucun G ni rien parce que j'utilise le compte de Michael, mais on peut pas dire à l'application d'utiliser pour le Xbox Live un autre compte que celui qu'on a configuré. Alors là, on a accès au profil, l'avatar de Xbox. On a accès au succès. On a accès à la liste d'amis. Bon, s'ils sont en ligne, pas en ligne, on peut leur envoyer un message. Les messages qu'on a reçus. Et là, on retourne au profil. Et puis, ce qu'il n'y a pas de bien aussi, c'est que quand on joue à un jeu, les G obtenus dans un jeu, s'ils ont dit, par exemple, on mettra 15 G pour ce type d'action, et ben ils vont se cumuler à nos succès sur le Xbox Live. Bon, là, je parle pour les connaisseurs quand Pourquoi même. tu trouves pas ça bien? Non, je trouve ça bien. Ah, tu viens de dire ce qui est pas bien. Ah non, c'est très bien en fait. Il est possible de jouer en ligne avec les amis aussi qui jouent à des jeux. Je trouve que le système est beaucoup mieux fait que sur un iPhone ou que sur un Android Oui, parce qu'en fait, pour le communautaire. ça s'appuie sur votre Xbox. Donc si vous avez une Xbox, c'est beaucoup mieux. Si vous en avez pas, au bout du compte, je suis pas sûre que ça te change la vie par rapport au Game Center. Pour ceux qui ont une PlayStation, eh ben, il faudra qu'ils créent leur petit avatar et tout ça. On va dire, c'est une extension du Xbox Live et moi je la trouve très bien parce que je suis possesseur d'une Xbox et d'un compte Xbox Live. Mais Florence, vu qu'elle n'a pas de Xbox Live payant, ça sert presque à rien d'avoir. Non, c'est pas super intéressant pour moi. Voilà, alors c'est juste pour les possesseurs d'un compte Xbox Live. Là, on va parler de la partie baladeur Audio-vidéo. audio-vidéo des smartphones. Bon, Apple était le leader avec ses iPods à partir de 2000-2001. Windows, ils ont lancé un Zune, ou Zune, ça dépend comment on veut dire. Qui n'est pas sorti en Europe d'ailleurs. Puis Android, Forcément non. c'est en même temps que le téléphone. Alors, pour lancer, on a une icône ici, on peut la mettre n'importe où, c'est l'icône iPod. On lance, c'est assez rapide. On a la playlist qu'on a par achat, sur artistes, on a tous les artistes. Sur les morceaux, on a les morceaux qu'on a choisis, les vidéos. Dans autres, on a les podcasts, les livres audio si on en a acheté, les gens, les compositeurs, c'est encore une sorte c'est trié quoi. On a la possibilité de changer. Si par exemple on le laisse comme ça, on a la liste qui défile, mais on peut la mettre aussi comme ça et là on a ce qu'on appelle le cover flow et on peut voir que c'est les jaquettes des différents albums en fait qui vont défiler. Et dès qu'on clique une fois, on a la musique, on clique et elle va partir. Je vais l'arrêter. Voilà. Pour ce qui est de la vidéo, bon là c'est que des podcasts, je vais pas acheter de films sur l'iTunes Store. Sur l'iTunes Store. Alors je vais lancer le JTech. On n'a pas de cover flow sur le JTech. Là, on voit qu'on a la barre de défilement. Si on veut avancer ou reculer, on appuie et on avance très simplement. Oui, il n'y a pas. Enfin, il suffit de placer son doigt où on a envie qu'il arrive la vidéo en fait. Puis en bas, on a la barre de volume. La barre de volume. C'est tactile, c'est très pratique. C'est pratique. Tout à portée de doigt en fait. Et il y a juste l'essentiel, il n'y a pas plus. Sur le Windows Phone,
Moi j'ai trouvé ça assez brouillon. Donc comme sur l'iOS, hein, on a tout qui est regroupé dans le Zune, qui d'ailleurs l'icône va changer par rapport à la dernière musique que vous avez écoutée. Donc c'est pas toujours facile de savoir où on en est. Quand on l'ouvre, vous voyez, on va avoir l'historique des dernières choses lues, que ce soit en audio ou en vidéo. Et on peut se déplacer pour avoir ici accès au menu principal. Donc on retrouve la musique, les vidéos, les podcasts, la radio, le marketplace. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est pas encore une fois super bien fait, puisque là on a du blanc sur du blanc et c'est pas super facile à lire. Il n'y a pas de recherche en fait derrière pour savoir si c'est quelque chose qui est possible à faire. On a les nouveautés dans notre bibliothèque et notre historique. Si on veut écouter de la musique, eh bien on retourne sur ce menu, on clique sur musique. On a nos artistes qui sont classés par ordre alphabétique, et si par exemple on veut directement aller à un certain artiste, eh bien on clique là-dessus, on a toutes les lettres. Et par exemple avec M, on va voir qu'on peut écouter Michael Leonard. Donc il suffit de cliquer dessus pour l'entendre. Et donc là, on va pouvoir lui demander de la lire. Et voilà, elle se charge comme ça. On a accès à l'album, mais ni dans un sens ni dans l'autre, on a un cover flow ou quoi que ce soit sur le Windows Phone 7. Une fois qu'on sort, vous voyez que la musique continue toujours à être jouée. Et en appuyant sur les boutons de volume, on a accès soit au morceau précédent. Et quand on a choisi un seul morceau, en fait, on reste forcément dans l'album. Et si vous avez qu'une seule musique dans l'album, bah, vous pouvez pas sortir et aller dans un autre album. Je trouve ça assez dommage, parce que je crois que sur l'iPhone, c'est pas comme ça. Donc on peut faire retour pour se retrouver ici. Si maintenant on a envie d'aller voir les différentes vidéos, et bien donc là on a toutes les vidéos qu'on a, soit juste la télé, on peut musique, ça je sais pas trop pourquoi il y a musique dans vidéo. Les films, bon, bah j'en ai pas personnel. Il y a des choses on sait pas trop à quoi ça correspond. Bon, si on veut lire une vidéo, eh bien on clique dessus. Et par exemple, on lit le geeking, ça reprend au dernier endroit où on était à la dernière lecture. Si on veut avancer, c'est pas du tout comme dans l'iPhone, on peut pas prendre la barre et se déplacer, on peut pas juste double-cliquer ou quoi. Il va falloir, comme sur une télécommande en fait de télévision ou quoi, appuyer longtemps sur le bouton pour réussir à se déplacer. Et c'est donc assez long, même si la barre s'accélère au fur et à mesure, c'est quand même assez long pour changer d'endroit, c'est complètement différent en fait. Sur Android, là c'est encore plus différent puisque on va pas avoir d'office un système avec le lecteur audio et le lecteur vidéo confondus. Non, d'un côté on va avoir les MP3, de l'autre côté nos vidéos. Donc le lecteur MP3 est vraiment basique, hein, enfin basique. On va avoir soit tous nos artistes, soit des listes de lecture, les différents albums, sans coverflow non plus. Hein. Et la musique classée par artiste. Donc ensuite on clique dedans et il suffit de cliquer sur la musique pour la lancer. Si on va voir maintenant le lecteur vidéo, donc il faut sortir hein, bien évidemment et changer d'application. On a la liste de nos différentes applications. Si je lance le Geeking, et j'adore Geeking, ils sont sur tous mes appareils, et bien là on va se retrouver avec le même système que sur le iPhone, il suffit de déplacer la barre pour pouvoir modifier, donc c'est quand même pratique. Et si on appuie sur ce bouton, on retourne au début quoi. Si je veux retourner à ma liste des vidéos, j'ai juste à cliquer sur la sorte de bouton retour en haut et me revoilà ici. Voilà, donc assez simple à utiliser. Point négatif quand même pour le Zune, je trouve, c'est cette histoire de naviguer dans les vidéos. C'est toujours le problème de la navigation en fait. Aussi dans Zune, la navigation qui prend l'image de derrière blanc sur blanc, et ça c'est... Qui va aussi vous changer, par exemple... Enfin, souvent vos fonds changent par rapport à ce que vous venez d'écouter, et c'est assez difficile de savoir où on en est. Est-ce que je suis dans l'historique, dans les nouveautés? Enfin, pour moi, c'est pas bien étudié. C'est joli, mais c'est pas super pratique. Il faut bien lire en fait sur un Zune, tandis que sur les autres c'est plus intuitif. On se repère plus facilement visuellement sur les autres. Alors pour ce qui est des photos, alors sur un iPhone, il n'y a pas pour sauvegarder les photos à part sur un ordinateur ou par des logiciels tiers qui récupèrent les photos de l'iPhone et qui les envoient comme Dropbox ou d'autres. Alors on va dans les photos. Par exemple là on a notre pellicule, c'est-à-dire que toutes les photos qu'on a prises.
Vous voyez, par exemple, il y a mon e-caleçon. Il est possible de les envoyer par courrier, MMS, assigner à un contact. Vous savez, si on nous appelle, ça sera sa photo. Les imprimer, alors ça, il faut avoir une imprimante compatible. Bon, c'est des réseaux, nous on en a une en Wi-Fi. C'est bien, un truc qui est bien aussi, c'est que directement, il est possible de voir les lieux. Bon, moi j'ai pas pris beaucoup de photos vraiment d'extérieur, mais vous voyez par exemple, là j'ai une photo ici, vers près de Bayonne, où j'ai 2 photos. Et là, si je clique dessus, je vais voir les 2 photos que j'ai prises à ce lieu. C'est-à-dire que chaque photo ont un petit piqué, on va dire, et sont géotaguées, quoi. C'est très simple, dommage qu'on ne peut pas les sauvegarder à part sur iTunes. Voilà, à part sur iTunes. Hein. Oui, qu'il faut. Ah non, avec un PC, on peut les récupérer comme avec une clé USB. Oui. Et sur un Mac, tu es obligé de passer par iTunes. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal que sur Mac ce soit plus embêtant, plus contraignant. Sur le HTC, là, sur le Windows Phone, donc on a un hub, hein, comme ils appellent, photo, sur lequel, pour les gens qui sont des petits accros à Facebook ou à partager leurs photos sur Windows Live, eh bien c'est assez pratique, parce que donc les photos, on peut les classer soit par date, soit vos photos favorites, soit toutes. Si on choisit toutes, eh bien on a à la fois la pellicule, donc comme on avait sur l'iPhone, ou bien les photos qu'ils nous avaient mis dans l'appareil, ou toutes les photos que vous avez mises sur votre compte Windows Live ou sur votre compte Facebook. Donc elles sont toutes rapatriées et donc vous pouvez lire à distance en fait vos photos sur Facebook. Si vous choisissez une certaine photo et que vous décidez de la partager, eh bien donc il faut l'ouvrir. Ensuite vous avez une sorte de menu là, paramètres. Il faut d'abord l'enregistrer sur le téléphone, c'est sur Facebook. Donc on va aller en prendre une qui est déjà sur le téléphone pour que ce soit plus simple. Donc dans pellicule, je l'ouvre, je fais paramètres, je peux l'ajouter aux favoris, la supprimer, la télécharger sur SkyDrive, donc qui est un espace de stockage qui vous permet de sauvegarder vos photos. Bon, à savoir qu'elles ne seront pas sauvegardées dans leur qualité dans laquelle elles ont été prises, hein, c'est vraiment au cas où vous avez perdu votre photo et que vous voulez en récupérer un morceau. Vous pouvez donc la mettre comme papier peint ou la partager. Et là, on n'a pas énormément de choix, je trouve. On peut l'envoyer par message, par mail, l'envoyer directement sur Facebook, donc il peut être super intéressant pour plein de gens qui adorent Facebook, ou donc sur SkyDrive pour la télécharger. Tout ça n'est pas sur l'iPhone, on ne peut pas la partager aussi rapidement et sur autant de supports qu'avec le Windows Phone. Oui, c'est quelque chose. L'intégration de Facebook et de Windows Live au Windows Phone est vraiment excellente. On peut à peu près n'importe quoi l'envoyer directement sur Facebook à partir de n'importe où. C'est vraiment bien pour tous les gens qui utilisent beaucoup Facebook. Sur Android, donc on accède à la galerie. Les photos, donc on a vu que les photos Facebook étaient rapatriées sur le Windows Phone. Ici, ce sont les photos qui sont sur Picasa. Sinon, on a les différentes photos qui ont été enregistrées, prises avec cet appareil. Si on ouvre une photo, on peut soit lancer rapidement un diaporama, soit avec le menu, la partager. Et là, on va voir qu'on a encore plus de possibilités qu'avec le Windows Phone. Je ne crois pas que j'ai l'application Facebook d'installer, mais si elle était installée, ce serait mis. C'est vraiment le gros point, le super bon point d'Android, c'est le partage de tout ce que vous avez sur énormément de choses. Donc AllShare, c'est pour le partager sur différents appareils que vous avez dans votre maison. Donc le Bluetooth, c'est vrai, c'est bizarre d'ailleurs que ce ne soit pas proposé sur Windows Phone. Donc messages, Picasa, Gmail, WordPress, TweetDeck, enfin TweetDeck étant Twitter. Donc on navigue ensuite, donc là c'est une vidéo, ça aussi c'est une vidéo. Donc toujours le bouton retour. Si je lance un diaporama, et bien donc comme sur ordinateur, hein, les différentes photos vont passer les unes après les autres. Donc je trouve que c'est vraiment bien fait l'application photo sur Android. C'est un bon point, je trouve, du téléphone. On peut partager facilement ses photos, vraiment faire quelque chose de sympathique. Et en plus, on peut directement passer à l'appareil. Quand on est ici, voir ses photos, on fait « Oh tiens, je passe en mode pour aller prendre des photos ». On clique juste sur le bouton en haut et l'appareil photo se lance. Ce qui n'est pas possible sur
Sur un iPhone. Hein. Sur un iPhone, c'est pas possible, il faut aller dans la photo, dans l'appareil photo pour aller voir, et En fait, sur un Windows Phone 7, pour lancer l'appareil photo, il faut appuyer longtemps sur le bouton prendre une photo. Donc à partir de n'importe quelle application, vous pouvez directement passer en mode photo. Donc voilà. ça c'est vachement bien. C'est plus rapide que sur un iPhone. Ouais, si vous êtes en train de faire autre chose et que d'un coup vous avez une photo à prendre sur le vif, c'est très rapide pour le faire. Voilà pour ce qui est de l'appareil photo. Pour ce qui est des contacts... Ce qui est quand même quelque chose d'important sur un téléphone. Oui, c'est téléphoner et puis avoir les contacts. Alors contacts, ici on va avoir dans l'iPhone nos contacts très simplement. Ici on peut chercher les contacts qu'on veut. Et si on revient en arrière, on a la possibilité d'avoir plusieurs groupes de contacts. Bon là j'en ai pas un, j'en ai que 2, mais ça c'est juste une sauvegarde de l'époque où il était jailbreaké, parce que j'ai arrêté de le jailbreaker. Il n'y a rien de plus, rien de moins. On clique dessus, on a par exemple Apple, je vais voir Apple, on a le numéro de téléphone, il est possible de rajouter des carrés comme le mail, le numéro du fixe, le numéro du portable et tout ça. Et il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins, c'est juste le strict minimum qu'on a dans les contacts. Donc tu peux appeler, envoyer un message ou passer un appel FaceTime. Directement depuis l'application Contact. Je vais montrer sur Android parce que c'est celui qui est le plus proche de l'iPhone. Sur Contact, on va avoir une synchronisation avec Google. Donc en fait, tous vos contacts Google vont automatiquement être mis dans votre téléphone. Vous pouvez choisir ou non d'avoir que les contacts avec téléphone. Moi je l'ai mis à jour récemment et j'ai pas pensé à le refaire, donc j'ai tout le monde, donc ça fait énormément de gens. Vous avez différents groupes, soit des groupes que vous avez fait dans votre téléphone et qui sont mis d'ailleurs par défaut, amis, famille, professionnels, soit vos groupes Google, donc qui est quand même quelque chose de bien. Si vous voulez rechercher quelqu'un, vous pouvez directement aller dans famille, là vous allez avoir les différentes personnes de votre famille et pouvoir les appeler non, et vous pouvez également faire une recherche. Si par exemple je recherche Michael, si je vais vers la droite, je lui envoie, je l'appelle, et si je vais vers la gauche, je peux lui envoyer un message. Donc ça va m'ouvrir directement l'application message. Donc c'est également quelque chose d'assez basique, assez facile à utiliser. On peut également directement passer un appel visio ou quoi en cliquant sur le contact. Là où on note une grosse différence et une énorme amélioration pour moi de son carnet d'adresses, c'est sur le Windows Phone, puisque dès qu'on ouvre le Windows Phone, on a donc la photo qu'on a sur son compte Windows Live. Si on veut faire une recherche rapide, au lieu directement avoir à descendre, on appuie sur le premier carré et on peut trouver quelqu'un avec la première lettre, son initiale. Hein. Donc là, ça c'est quelque chose de vraiment facile. Donc lui, cette personne-là, par exemple, je n'ai que son email. Donc les contacts sont synchronisés à la fois avec Google et à la fois avec Windows Live. Si vous aviez un compte Yahoo, il y aurait aussi vos coordonnées des gens Yahoo. Donc on peut soit envoyer un email si on a ça. Je vais chercher quelqu'un pour qui j'ai le numéro de téléphone. Donc là, voyez-les, c'est un petit peu compliqué. Je peux directement donc appeler le mobile, envoyer un SMS, le bureau, un mail ou quoi que ce soit. Je peux l'épingler. Si c'est par exemple un contact que j'ai souvent, je peux l'épingler sur ma page principale. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement avec Windows Phone. Tout ce qu'on veut épingler sur la page principale, on peut le faire. Bon, après, ça perd un peu de son intérêt parce que si on a trop de choses sur la page principale, ça devient un peu du n'importe quoi. Et bon, tout ce qui est très intéressant pour moi, c'est l'intégration de Facebook directement dans votre page contact. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'application Facebook. Directement, vous avez vos derniers contacts. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme update? Tiens, par exemple, Mickaël, il a marqué qu'on pouvait avoir un forfait ADSL à 10 € par mois. Je peux cliquer dessus, j'ajoute un commentaire ou alors je dis simplement que j'aime. Et ça y est, sur Facebook, c'est marqué que je l'ai aimé. Ça a été pas plus long que ça. Et c'est, je pense, ce sur quoi ils font beaucoup la publicité à la télé. C'est quand perdez beaucoup moins de temps avec Windows Phone. C'est, je pense, surtout par rapport à l'intégration de Facebook dans tout le téléphone. Vu que la majorité des gens passent énormément de temps sur Facebook. En ayant un Windows Phone, vous gagnez un temps fou dans votre journée, quoi.
On a aussi donc les contacts récents, les personnes avec qui on a échangé. Et c'est à peu près tout, mais là pour le coup, je trouve que vraiment ça a été super bien étudié au niveau de l'agenda. Enfin, pas de l'agenda, pardon, du carnet d'adresses. Il manque l'intégration de Twitter ou d'autres réseaux qu'on pourrait ajouter avec des add-ons, mais ils n'ont pas décidé de faire comme ça. Peut-être dans d'autres mises à jour, mais... Peut-être dans d'autres mises à jour, mais quelque part ça pourrait être compliqué parce que Twitter c'est un flux qui va beaucoup plus vite que Facebook. Et ce serait possible qu'on soit un peu perdu. Et on pourrait si on pouvait choisir certains contacts seulement ou quoi, mais en tout cas, il y a aussi beaucoup moins de gens qui utilisent Twitter, donc... En tout cas, pour les accros à Facebook, c'est vraiment un téléphone génial. Oui, c'est une bonne évolution. Voilà pour la partie contact. Regardons maintenant la navigation Internet, qui est quand même une des choses pour lesquelles on achète un smartphone. Sur un Android, en tout cas sur le Galaxy S, on nous a mis un widget, souvenez-vous, on en a parlé au début, pour pouvoir directement faire une recherche Google, ou même la dicter si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de faire une recherche Google, eh bien on lance le navigateur. Ça nous ouvre la dernière page qui a été ouverte si votre application n'avait pas été éteinte. Si on veut voir un petit peu ce que ça donne au niveau du chargement, qu'on veut charger Zclick, là ça a été assez rapide, ça dépend aussi depuis combien de temps, c'est une histoire de cache, depuis combien de temps le site n'a pas été ouvert. Donc c'est assez fluide dans la navigation comme ça. Si on veut aller voir notre dernier article, bien on clique dessus. Là, ça va peut-être être un petit peu plus long puisque ça va ouvrir directement la page. Donc c'est quand même relativement rapide, vous voyez. On est en Wi-Fi, là, le Wi-Fi est marqué comme activé. Si on veut, parce que bien sûr c'est impossible de lire tel qu'il est là, il suffit de cliquer 2 fois sur le texte et ça nous le met à la largeur de la page. Et donc on peut beaucoup plus facilement lire ce qui était écrit. Si on le met à l'horizontale, j'ai dû bloquer le mode horizontal. Voilà. Je vais avoir directement... Il va peut-être falloir que je reclique. Non, c'était bon. On voit directement tout et c'est quand même un petit peu plus agréable à lire. Quoi vous dire d'autre à part que sur Android, vous le savez peut-être, le flash est intégré, c'est-à-dire qu'on a une vraie navigation internet, pas une fausse... C'est-à-dire que vos vidéos, si vous allez voir des sites où il y a des vidéos YouTube d'intégrer, eh bien, il n'y aura pas de souci pour les lire. Il n'y aura pas besoin d'ouvrir une autre application. Ce qui est bien, parce que c'est pratique, par contre, ça grignote énormément de batterie. Donc, mais il y a possibilité de le désactiver très facilement à travers les paramètres. Si maintenant, on va voir dans Windows Phone comment ça se passe, eh bien, c'est Internet Explorer, avec tous ses défauts. Donc ça nous ouvre directement la dernière page qui avait été ouverte. On va là le stopper. C'est pas la peine de charger Facebook. On va essayer de lancer Zclick, une fois de plus pour pouvoir comparer un petit peu. Donc le chargement là, en règle générale du mois que j'ai passé avec, j'ai trouvé que le chargement était plus long que ce que j'avais l'habitude sur mon Android. C'est assez rapide pour charger le texte, mais dès qu'il y a des images, il est vraiment long. Et j'ai eu beau activer la version mobile pour tous les sites, là on n'arrive pas à l'avoir. Sûrement une histoire de plugin qui n'est pas encore pris en charge par le navigateur. Plugin WordPress. Oui, WordPress, pas bon. Faudrait peut-être aller voir sur d'autres sites qui utilisent ce plugin pour voir ce que ça donne. Enfin bon, on retrouve la même chose que sur l'Android, on double-clique et on peut avoir le texte plus gros. C'est très fluide pour se déplacer. Par contre, c'est un défaut que je trouve beaucoup Windows Phone, c'est qu'on a tendance, dès qu'on bouge un peu le doigt, à sortir des cadres. C'est pas bloqué en fait. Et on a tendance à aller faire quelque chose qu'on n'a pas envie. On glisse pas droit, je sais pas si vous avez vu, j'ai pas eu de soucis du tout sur l'Android. Et là, je glisse le texte un petit peu sur le côté. Enfin bon, sinon c'est vraiment très fluide, très agréable à naviguer. Pas de flash non plus. Oui, et un truc aussi, par exemple, si on clique, c'est plus fluide quand même que sur un Android en dézoom. Alors l'iPhone, c'est très simple, c'est Safari, très, très réputé dans le monde Mac, c'est le seul navigateur. Alors, dès qu'on tape dans Zclick,
On va taper des clics, par exemple. Chargement relativement c'est rapide. Bon, après ça dépend. Ça dépend de la connexion. Là, il est assez lent. Alors, on a la version mobile. Bon, c'est-à-dire qu'il nous reconnaît très bien. On va aller sur le dernier article. Comme dans les autres téléphones, on va cliquer 2 fois sur le texte pour Le grossir. L'adapter à la page. Voilà, l'adapter à la page. Et on a aussi le mode paysage. Oui, j'ai du mal. Alors, on peut faire des zooms. Quand ça veut bien marcher. Quand on n'est pas en version mobile, en fait. Alors, on va le remettre en version normale. On va faire un zoom. Vous voyez, on fait des zooms assez gros. Et on peut revenir en arrière. Si on appuie avec 2 doigts, on va rester toujours droit, en fait. On ne peut pas aller sur le côté. Avec un doigt, on peut descendre et on peut aller un peu sur le côté où on veut, mais avec 2 doigts, on restera toujours fluide comme ça. On ne pourra pas se décaler des quelques millimètres qu'on peut retrouver là sur le Windows Phone. Après, vous avez vu en parallèle, je faisais également des zooms sur les 2 téléphones. Il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Une dernière petite chose concernant la navigation, qui pour moi est quelque chose d'essentiel, j'utilise vraiment souvent, c'est rechercher un mot dans une page. Sur Android, on va pouvoir le faire en faisant menu, plus, rechercher sur la page. Donc là, vous tapez le mot que vous voulez, par exemple le, parce que ça sûrement être un mot qui a été utilisé plusieurs fois. Et il va vous le mettre en surbrillance, alors que là, la page, elle est petite, donc vous voyez pas bien, mais ça vous met tous les endroits où il y a le. Si vous grossissez, bon bah ça disparaît, il faut recommencer. Mais ça permet quand même facilement de retrouver des mots. Vous voyez, quand on est en mode zoom directement, c'est bon. Et on peut naviguer de l'un à l'autre facilement. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur le Windows Phone 7. On fait une sorte de menu qu'on a là, rechercher dans la page, et on peut également rechercher le mot le. Et là, ça va nous les mettre et on peut de la même manière aller de l'un à l'autre. Donc sur le, c'est pas super intéressant comme mot, mais si vous ouvrez une grosse page, comme sur PC en fait, et que vous cherchez un mot particulier, ça vous permet de trouver beaucoup plus rapidement ce que vous cherchez. Et qui est, à ma connaissance, quelque chose qui n'est pas disponible sur iPhone encore. Non, il n'est pas encore disponible de chercher un mot sur la page. Du moins, j'ai jamais trouvé, alors ça doit pas être trop intuitif s'il existe. Dans Safari en tout cas, peut-être que d'autres navigateurs le proposeraient. Mais... Safari mobile. Voilà pour ce qui est d'Internet. Et on va finir rapidement en vous disant les différentes petites évolutions qui sont prévues pour les téléphones. À vrai dire, sur Android et sur iPhone, il n'y a pas des changements majeurs dans les mois à venir. Des petites améliorations, mais rien qui vont nous changer la vie. Pour l'instant, en fait, pour Apple, il n'y a rien qui fuite, à part les bêtas, mais qui parfois ne sont pas totalement développés à fond, histoire que ça fuite pas de trop. Alors on verra plus tard. De toute façon, il y a beaucoup moins d'améliorations à apporter à un iOS et à un Android qu'à un Windows Phone, puisqu'on ne vous l'a pas encore mentionné, parce qu'on gardait ça pour la fin, mais il n'y a pas de copier-coller sur Windows Phone, pardon. Ce qui est assez embêtant, parce que si par exemple vous voulez prendre une partie de la phrase là et l'envoyer à un copain, ou vous l'envoyez par mail parce que vous trouvez ça intéressant, vous ne pourrez pas le faire, vous ne pouvez pas copier le mot, il n'y a pas moyen, on ne peut rien faire dessus, on clique dessus, c'est tout ce qui se passe. Donc ça va arriver premier trimestre 2011, normalement même courant du mois de janvier, mais bon, c'est pas sûr du tout. Ce qu'il va y avoir aussi, c'est une amélioration du chargement des pages, enfin des applications. Pour l'instant, moi je n'ai pas trouvé ça spécialement long à charger, mais bon, ils vont essayer d'améliorer ça, mais il n'y aura toujours pas de multitâche. Sur un iPhone et un Android, on a du multitâche. Pour Android, par exemple, on appuie longtemps, ça nous dit les différentes applications qui sont ouvertes ou les dernières qui ont été ouvertes, et on peut facilement y retourner, reprendre notre lecture ou quoi que ce soit. Et sur un iPhone, on appuie 2 fois sur le bouton, et ici on a une sorte de dock qui bouge, et on peut prendre les
applications qui se sont mis en pause, on va dire, ou aller voir la musique qu'on a aussi dans la barre, quoi. Donc parce que le multitâche marche différemment entre un iPhone et un Android. L'Android, il va continuer à faire fonctionner les applications. Donc là, par exemple, on peut voir les différentes applications qui sont ouvertes. On voit que le navigateur nous utilise 62 mégas de RAM, qui est quand même énorme. Le lecteur MP3, quasiment 8 et quasiment 5 pour le lecteur vidéo. Et pour un iPhone, en fait, il met en pause les applications. C'est-à-dire qu'il ne prend pas beaucoup de mémoire, à part certaines applications qui gardent, comme les GPS ou quoi, qui continuent à être gardées en mémoire et qui tournent encore. Mais le multitâche n'est pas encore disponible sur l'iPhone, sur le Windows Phone. Sur Windows Phone. Et je voulais dire une dernière petite chose qui est pour moi un gros point positif des Android, c'est le système de navigation. Si vous avez un abonnement internet mobile illimité, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui prennent un smartphone, vous avez un GPS intégré et vous pouvez vous en servir à partir de... En fait, ça fonctionne sur les cartes de Google Maps, qui sont quand même des cartes plutôt au point et mises à jour très régulièrement. Et vous avez donc votre GPS intégré et avec des indications audio, hein, ça va vous dire tourner à droite, tourner à gauche, tout ça comme un vrai GPS, qui aurait pu être fait sur un Windows Phone, puisque Microsoft a ses propres cartes, hein, Big Maps. Moi je suis vraiment étonnée que ça n'ait pas été fait. C'est sûrement une amélioration qui vont aller dans le futur de toute façon, parce que ce serait très étonnant qu'ils ne le fassent pas. Ce serait une erreur à mon avis. Et l'iPhone, ils utilisent aussi Google Maps pour la navigation, mais il n'y a pas d'instruction vocale. Il ne dira pas tourner à droite ou quoi. Il faudra regarder son écran. C'est légèrement dangereux si on est en train de conduire. À pied, c'est moins gênant, mais c'est pas un navigateur GPS qui peut servir tous les jours, quoi. C'est juste d'appoint, on va dire. Ouais. Et ça fonctionne pareil hein, sur Windows Phone, mais à partir des cartes Microsoft. Voilà, on espère que vous avez pu avoir un bon aperçu de ces 3 systèmes d'exploitation. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les donner soit via le blog zclick.fr, soit sur YouTube ou Dailymotion, là où vous regarderez la vidéo en fait. Ou même via iTunes si vous avez téléchargé le podcast par ce moyen-là. Voilà. On vous dit à bientôt en espérant dans moins longtemps que le temps qui s'est écoulé entre nos deux derniers podcasts. Et bonne continuation!